Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h dont voici le sommaire. Au lendemain de la célébration de la fête de la Toussaint, les catholiques du Bénin commémorent les défunts. Ils sont allés dans les cimetières pour honorer leurs parents défunts par l'entretien de leur tombe. Les détails dans cette édition. Le tronçon à Kassato-Missessin se dégrade de plus en plus jour après jour. Les usagers sont ainsi contraints de circuler tout en évitant les trous situés sur cette voie. Plus de précisions également dans cette édition. Et hors de nos frontières, plusieurs militants ont affiché des portraits d'Emmanuel Macron à l'envers pour dénoncer son discours hypocrite selon eux. Les précisions dans un instant. Merci de choisir Eden Télévision pour vous informer. Ce jour 2 novembre 2021 est la date commémorative des défunts de par le monde. Et à l'instar de leur Père du monde, les catholiques du Bénin n'ont pas dérogé à la tradition d'honorer la mémoire de leurs parents défunts. Ces derniers, à travers un entretien soutenu, ont pris d'assaut les cimetières du pays depuis hier. Suivez le reportage de Aristide Setin au cimetière d'Akpakpa. Cimetière d'Akpakpa ce lundi 1er novembre. Une inhabituelle affluence y règne. Les vivants viennent rendre visite à leurs parents défunts. Un acte qui entre dans le cadre de la célébration de la fête des morts prévue pour le 2 novembre. Ces derniers s'attellent à la réfection et au nettoyage des tombes de leurs parents défunts. D'autres y déposent des gerbes et prient pour leur repos éternel et solliciter leur intercession. Pour Dame Prudencio, c'est simplement un devoir dont doit s'acquitter chaque vivant. Ils ne sont plus là, mais il ne faut pas que les tombes soient dans la poussière, dans un état délabré. Et puis, il faut nettoyer, il faut qu'ils soient propres. Il faut qu'autour d'eux, même si ce n'est pas notre parent, autour de la personne disparue, on nettoie pas seulement les tombes de nos parents, mais les tombes autour de nos parents aussi. Présents au cimetière ce jour, ces citoyens béninois sont conscients de la place des défunts dans leur quotidien. Depuis hier, j'ai dit je vais venir ici. Et je n'ai pas le temps pour venir ici. C'est aujourd'hui que j'ai venu. Quand je me suis allé à la maison, j'ai enlevé mon blouson directement, je me suis allé laver. J'ai dit que je vais venir laver le tombeau avant d'aller au Porte-Nouveau pour aller laver pour mon frère. Je suis venue sur la tombe de ma fille. Ma fille unique en plus. Ma fille unique en plus, à 21 années de maîtrise. Et depuis chaque année, je suis là pour lui rendre toujours son honneur. Mais vraiment, c'est tellement difficile que je ne souhaite ça à personne. Outre ces visiteurs temporaires, quelques ouvriers venus exécuter des travaux ponctuels ou encore les travailleurs habituels des lieux. C'est le temps pour eux de faire de bonnes affaires. Si je fais la totalité de mon argent que je trouve au moins 20 000, je trouve au moins 20 000 par jour. Pour les besoins urgents, un marché circonstanciel s'anime à l'entrée du cimetière. On y trouve de bougies, de bouquets de fleurs et autres produits. Un service de garde-vélo protège les engins des usagers. Toujours dans le registre des célébrations, la communauté chrétienne catholique a fêté hier lundi 1er novembre la Toussaint. Que signifie la Toussaint et quelle différence entre celle-ci et la commémoration des défunts? Réponse avec le père Éric Okpeisha, directeur de communication et de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro de Samson. OK. La Toussaint, c'est une fête chrétienne catholique qui n'a pas un fondement biblique. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de manière formelle le mot Toussaint dans la Bible. Mais c'est une fête qui a été instituée par l'Église au fil des temps. Et déjà au IVe siècle, dans l'Église d'Orient, on parlait de la fête de tous les martyrs, de ceux qu'on ne connaît pas ou de ceux qui sont connus.
Et progressivement, c'est en 834, pour la petite histoire, que le pape Grégoire IV va formaliser la Toussaint comme une solennité pour le 1er novembre et pour toute l'Église universelle. Maintenant, qu'est-ce que nous célébrons à la Toussaint? À la Toussaint, nous célébrons tous les saints, qu'ils figurent ou non au calendrier liturgique. Nous célébrons cette foule immense de témoins qui ont connu Jésus, qui l'ont aimé, qui ont suivi ses commandements et qui ont eux aussi porté leur croix comme le Christ. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ils participent à la gloire du Christ. Donc, voilà ce que nous célébrons. Une foule immense de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples qui ont connu Jésus, l'ont aimé. Cette foule immense de témoins. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous les fidèles défunts. Parce que dans l'Église, nous croyons à ce que nous appelons la communion des saints. C'est-à-dire que l'Église n'est pas que l'Église des vivants, c'est l'Église des vivants et des morts. L'Église des fidèles vivants qui sont encore là, qui vont à la messe, et ceux qui sont déjà morts. Et parmi ceux qui sont morts, il y en a qui sont déjà dans la béatitude éternelle, c'est-à-dire qui contemplent la face de Dieu. Eux, ils sont saints. Mais il y a ceux qui n'ont pas fini leur purification et qui doivent encore passer un temps de purification avant d'entrer dans la pleine communion avec Dieu. Alors, le 2 novembre, nous prions pour tous ces fidèles-là, pour que Dieu puisse, dans sa miséricorde, les laver de leurs souillures et surtout les accepter dans son royaume. Donc, je peux me résumer en disant que les saints sont des fidèles qui sont déjà morts. Et donc, les saints sont des morts, mais tous les morts ne sont pas saints. Voilà la différence entre les deux fêtes. Après les célébrations du 1er et 2 novembre, retour dans le quotidien où le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience Sylvia Hetleff, chef de la diplomatie et de la délégation de l'Union européenne au Bénin. La diplomate en fonction au Bénin depuis décembre 2020 a échangé une trentaine de minutes durant avec Joseph Diogbenou. Au terme des discussions, les deux personnalités n'ont fait aucune déclaration à la presse. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Kouaro Yves Chabi a effectué une descente vendredi au centre de perfectionnement du personnel des entreprises CPPE et au Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODEFA. À Cotonou, cette visite de travail se veut être une prise de contact avec le personnel des deux centres de formation. Le point avec Carole Olaye. S'enquérir des conditions de travail des employés du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises et celui du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. C'est ce qui justifie cette sortie du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Chabi Kouaro. Nous avons constaté un cadre bien propre. Nous avons constaté un personnel au travail. Nous sommes descendus pour voir notre personnel sur le chantier et juste pour booster le personnel et leur dire que nous sommes avec eux. Nous sommes également descendus pour nous assurer que ces structures travaillent en synergie avec tous les dispositifs institutionnels mis en place pour accompagner justement la stratégie nationale de l'ETFP et le PAG. Occasion pour les responsables des différents centres de formation de formuler des doléances pour des résultats plus probants. Satisfait à la fin de sa visite, le ministre Yves Chabi Kouaro promet mener dans un futur proche des actions en vue de renouveler les matériels de travail obsolètes. Nous ne voulons pas que cette structure sombre. Il y a beaucoup d'investissements à ce niveau. Il y a encore des choses que nous pouvons sauver. Et nous voulons nous mettre ensemble avec donc, les responsables de cette structure pour que réellement le CPPE puisse remplir réellement sa vocation de perfectionnement des personnels du privé et également du public. Un geste qui contribuera à coup sûr à une meilleure performance des acteurs des 10 centres de formation. Au volet dégradation de certaines voies dans la commune d'Abomey-Calavi, il est un secret de polichinelle que le tronçon à Kassato-Missé-Sainto est de plus en plus difficile à pratiquer. Contraints de circuler tout en évitant les trous situés sur cette voie, quelques usagers racontent leur calvaire. Reportage Clémence Tonoukoua.
Côtoyer les trous situés sur la voie Akasato-Mississinto à hauteur du marché semble devenir une habitude pour les usagers de cette voie. Pourtant, cet état de la voie est un piège à hommes pour les non-habitués de ce tronçon. Les risques d'accident à ce niveau sont plus grands dès la tombée de la nuit. J'ai même vécu cette situation puisque je suis nouvellement venu dans la zone. Donc je ne savais pas, j'ai quitté le travail et en rentrant, je ne savais pas, il y avait une voiture qui avait serré de l'autre côté de la voie. Donc moi je ne savais pas, moi je voulais juste faire un dépassement et j'ai clignoté. Le temps de sortir de la voie, j'ai pris le tour et j'ai éclaté mon pneu arrière. Ceux qui ne maîtrisent pas la voie, surtout la nuit, ça crée tellement d'accidents, il y a tellement de trous sur la voie. Ces trous-là causent beaucoup d'accidents et il y a des véhicules qui entrent dedans à tout moment et moi je vois que ça cause beaucoup de dangers, des morts un peu partout pour la population. Les populations, fatiguées de vivre au quotidien ce calvaire, appellent les autorités à penser à la réparation de cette voie. Je fais appel aux maires et tous ceux qui sont en charge de la circulation de venir aider la population afin que la circulation puisse être libre. Mon souhait est que les autorités viennent au secours de la population pour que ces accidents, ces dangers puissent être et ils puissent mettre fin à ces dangers qui causent la mort des populations en essayant de fermer ces trous pour la bonne circulation de la population. L'État n'a qu'à essayer de penser à la voie et réparer ça pour la population. En dehors de ce tronçon, plusieurs autres voies de la commune d'Abomey-Calavi se trouvent dans le même état. À présent, sortons de notre pays et alors hors des frontières en Australie avec l'affaire des sous-marins. Le Premier ministre répond aux accusations du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a accusé dimanche son homologue d'avoir menti sur l'annulation du contrat. Scott Morrison, Premier ministre australien, a quant à lui affirmé avoir plutôt tenté de l'avertir à 2 reprises sans succès. Les précisions. COP26 ou G20, le Premier ministre australien Scott Morrison et Emmanuel Macron participent depuis une semaine aux mêmes événements internationaux. Mais les deux gouvernants s'évitent soigneusement depuis septembre dernier et la crise provoquée par la rupture australienne du contrat qui prévoyait la livraison de plusieurs sous-marins français. Pire, les deux hommes sont à couteau tiré depuis le camouflet, nouvelle preuve ce lundi. Je ne souhaite pas personnaliser cette affaire, il n'y a aucun doute là-dessus. De mon point de vue, je dois dire que je pense que les déclarations qui ont été faites remettant en cause l'intégrité de l'Australie et les insultes qui ont été proférées à l'encontre de l'Australie, pas contre moi, j'ai les épaules larges, je peux faire face à cela, mais ces insultes, je ne vais pas les tolérer au nom de l'Australie, je ne vais pas les tolérer au nom des Australiens. Scott Morrison fait ici référence à l'échange entre un journaliste australien et Emmanuel Macron le 31 octobre dernier, en marge du G20. Questionné sur l'honnêteté du Premier ministre australien sur le dossier des submersibles, le président français s'est montré explicite. Pensez-vous qu'il vous a menti? Je ne pense pas, je le sais. Des déclarations qui contredisent les informations relayées par la presse australienne, affirmant que Scott Morrison aurait déjà évoqué le sujet de la rupture du contrat en juin dernier, puis le 13 septembre, 2 jours avant l'annonce officielle. Un argumentaire qui rappelle celui de Joe Biden lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron lors du G20 à Rome. Le locataire de la Maison-Blanche avait affirmé penser que le gouvernement français avait été informé de longue date de ce revirement de situation. Un désaccord sur les faits qui pousse le Premier ministre australien à repousser la normalisation des relations avec Paris. L'Australie sera heureuse de travailler avec la France sur des projets d'intérêt mutuel. Je pense qu'il est clair, d'après les déclarations du président Macron hier, que le niveau d'offense est encore très grand et nous attendrons que cela s'apaise. Ironie du sort, c'est devant un chantier naval que le Premier ministre australien a fait ses déclarations. En pleine COP26, le dégel des relations diplomatiques entre les deux pays ne semble visiblement pas d'actualité avant de longues semaines.
Toujours à la COP26, plusieurs militants pour le climat ont affiché des portraits d'Emmanuel Macron à l'envers pour dénoncer son discours hypocrite selon eux. Une action qui ne surprend pas puisqu'au lancement de cette grande messe sur le climat, les dirigeants mondiaux ont lancé leur appel habituel à sauver la planète. Retour sur cette première journée avec nos confrères de RT24. Une COP26 comme une dernière chance. Ce lundi, à l'occasion du premier jour de la 26e conférence sur le climat, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole à Glasgow. Parmi eux, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dresse un tableau alarmiste de la situation. Même dans le meilleur des cas, les températures vont augmenter bien au-delà de 2 degrés. Donc malgré nos espoirs et la conférence sur le climat tant attendue, nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique. Les jeunes le savent, tous les pays le voient, les petits États insulaires en développement et les autres pays vulnérables le vivent. Et pour eux, l'échec n'est pas une option, l'échec est une condamnation à mort. Un constat partagé par l'hôte de la conférence, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Si l'Inde s'est positionnée pour réduire au plus vite ses émissions, annonce très attendue pour le 4e émetteur au monde de gaz à effet de serre, pour Joe Biden, c'est un effort collectif qui est nécessaire. Selon lui, la lutte contre le changement climatique représente une opportunité incroyable pour l'économie mondiale. Du côté de la France, le constat est clair. Lors de son discours, Emmanuel Macron l'a martelé. Les promesses et engagements des différents pays doivent être suivis par des actes concrets. Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement le contraire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qu'on fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur, ces contraintes. Nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques. L'organisation de nos chaînes de valeur doit refléter nos exigences climatiques. À l'issue de cette conférence à Glasgow, les 195 participants auront pour mission de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un événement scruté par les militants écologistes du monde entier qui espèrent une prise de conscience massive de la part des dirigeants. La COP26 s'achèvera le 12 novembre prochain. Alors que le cap des 5 millions de morts dus au Covid-19 dans le monde a été franchi, la Russie poursuit sa semaine chômée pour l'ensemble de la population. Objectif, ralentir la propagation du variant Delta, même si chaque jour le nombre de décès et de malades ne cesse d'augmenter dans certaines régions. Le président russe Vladimir Poutine a appelé la population à se faire vacciner pendant que les hôpitaux sont saturés et en manque d'oxygène. Reportage. Comme l'a souligné ce lundi Vladimir Poutine, la Russie n'a jamais enregistré un nombre de nouveaux cas de contamination aussi élevé que ces derniers jours. Le président a chargé le ministère russe de la Défense de soutenir la population civile, notamment en participant à la construction d'hôpitaux temporaires. Le chef de l'État a également rappelé que la vaccination restait le meilleur moyen de se protéger contre le Covid. C'est la vaccination qui sauve réellement d'une évolution sévère de la maladie et d'une issue létale. Actuellement, des médicaments sont en cours de développement et, j'en suis sûr, seront utilisés dans un proche avenir. Aujourd'hui, j'en ai parlé également avec mes collègues, avec ceux qui travaillent là-dessus. Pourtant, le meilleur et le plus universel des moyens de se protéger est de se faire vacciner. D'après le Kremlin, la situation actuelle représente une surcharge de travail extrême pour les médecins et ne s'améliorera pas dans les prochains jours. Des propos confirmés au sein de l'Agence fédérale sanitaire. L'effet obtenu grâce aux mesures qu'on est en train d'adopter et qui le sont déjà ne se fera pas ressentir immédiatement. Il faut du temps pour cela, au moins une période d'incubation est nécessaire. Très probablement, il faudra plus de temps. Les mesures sanitaires actuellement en vigueur en Russie risquent donc bien d'être maintenues. La région de Novgorod, au nord-ouest de Moscou, a ainsi été la première à annoncer hier qu'elle prolongerait d'1 semaine les jours chômés. À Saint-Pétersbourg, de nouvelles restrictions seront mises en place à partir du 8 novembre, y compris la fermeture des restaurants, bars, cinémas et salles de concert après 23 heures. Pendant ce temps, la Belgique a mis en vigueur depuis hier un pass sanitaire appelé Covid Safe Ticket. Cette nouvelle disposition est obligatoire pour accéder aux bars et restaurants, et ce jusqu'au 15 janvier 2022 minimum. Reportage. C'est bon.
Comme en France, c'est désormais le geste obligatoire pour entrer dans les bars, cafés et restaurants de Belgique. Même principe, pour valider son QR code, les Belges doivent justifier d'un schéma vaccinal complet, d'un test PCR négatif de moins de 48 heures, un test antigénique négatif de moins de 24 heures, ou encore présenter un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de 180 jours. Je trouve que c'est une chose tout à fait normale. Si on veut ne pas contaminer les autres et pour sa propre sécurité et santé, c'est nécessaire, quoi. C'est tout à fait proportionné. Je pense qu'il faudrait même le généraliser à toutes les activités. Un pass sanitaire appelé Covid Safe Ticket qui ne fait pas que des heureux dans cette brasserie de la commune de Mons. On est quand même pris en otage, on est un secteur où on doit réclamer quelque chose. Quand on va faire ses courses, on ne doit pas le présenter ou à d'autres endroits. Donc on est vraiment un secteur pris en otage. Oui, on se sent quand même un petit peu mis à l'écart, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas vraiment un secteur essentiel et que voilà, autant contrôler les gens. Et puis tous ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est quand même de la clientèle en moins. Donc oui, on en pâtit. Et puis, il y a certaines personnes qui sont vaccinées, mais qui ne veulent pas présenter leur passeport sanitaire, simplement parce qu'ils ont l'impression d'être contrôlés. Tiens, on a été au restaurant à tel jour, à telle heure, voilà quoi. Outre les bars et restaurants, le Covid Safe Ticket est aussi nécessaire pour accéder aux discothèques, aux hôtels, aux lieux culturels, aux hôpitaux ou encore aux salles de sport. En intérieur, tous les rassemblements de plus de 200 personnes sont également concernés, 400 pour les réunions en plein air. Mais à la différence de la France, aucun sésame n'est requis pour profiter d'une terrasse de café ou de restaurant. C'est vrai, je ne suis pas rentrée parce que je m'étais dit, ben voilà, je vais devoir le sortir. Mais étant à la terrasse, moi j'aime bien le soleil, mais ça ne me dérangeait pas du tout de le faire. Pas besoin de passe sanitaire non plus pour utiliser les transports en commun, se rendre au travail dans les magasins et centres commerciaux. À l'instar de la France, des sanctions sont prévues pour les personnes ne respectant pas les règles. 500 € d'amende en cas de non-présentation du pass sanitaire. Une amende qui peut atteindre 2500 € pour les propriétaires récalcitrants refusant de contrôler leur entrée. Et pour ceux qui voudraient utiliser le Covid Safe Ticket d'un ami ou d'un membre de sa famille, sachez qu'en Belgique, contrairement en France, le personnel peut demander à vérifier votre identité. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bene-eden.tv.